Bonsoir à tous. Depuis des semaines, la ville de Niamey et certaines villes du Niger subissent un délestage du courant électrique. Un délestage qui perdure au point où nombreux sont nos concitoyens qui trouvent cette situation insupportable et s'interrogent sur les vraies raisons de cette interruption par moment du courant électrique. Pour en savoir un peu plus sur cette situation, le grand débat réunit ce soir sur ce plateau les principaux responsables en charge de la fourniture du courant électrique qui seront face à quelques acteurs de la société civile et qui vont nous dire exactement pourquoi le courant ne passe plus chez les abonnés de la Nigelec, la société nigérienne d'électricité, depuis des semaines. Nos invités sont M. Marou Garba, conseiller technique au ministère de l'Énergie. Monsieur Sani Mati, directeur général de l'énergie au ministère de l'énergie. Monsieur Sebou Boubacar, secrétaire général de la Société nigérienne d'électricité, Nigelec. Monsieur Issoufou Boubacar Kado Magaji, consultant indépendant en finances publiques, analyste socio-économique et politique. Et monsieur Bana Ibrahim, juriste et acteur de la société civile. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation où nous allons parler des coupures intempestives du courant électrique ces quelques semaines, aussi bien à Niamey, la capitale, que dans certaines grandes villes du pays. Pourquoi toutes ces coupures du courant électrique? Quelle est l'origine de ces délestages qui préoccupent énormément les citoyens de ce pays, qui donnent mal et mieux, qui perturbent le bon fonctionnement de l'administration et des commerces? À quand la fin de ces délestages? Enfin, que faut-il faire pour régler de manière durable la fourniture du courant électrique au Niger? Ce sont là plusieurs sujets qui feront l'objet de notre débat. Pourquoi toutes ces coupures d'électricité aujourd'hui, dans les citoyens assistent à leur corps défendant depuis des semaines? Monsieur Marou, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. On commence par vous. Merci, monsieur Ablaye. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour l'invitation et aussi merci pour la possibilité que vous m'offrez de me prononcer sur ce sujet-là qui est d'actualité. D'accord. Et donc, pour commencer, je dirais que l'offre de l'énergie électrique en général est basée sur une production propre et sur des importations, à moins que ces importations soient vraiment économiques pour le pays. D'accord. Et donc, le Niger, comme beaucoup d'autres pays, c'est donc interconnecté avec le Nigeria pour pouvoir augmenter son offre avec ce qu'elle produit localement. Très malheureusement, cette ligne-là a subi donc des dommages le 7 mai, ce qui donc a fait perdre à la Nigelec un certain pourcentage par rapport à l'offre, donc peut-être à peu près 25%, je passe sur le compteur du collègue de la Nigelec, 25%. Donc du coup, on a perdu 25% de l'offre et donc ce qui reste là doit être donc distribué entre les abonnés qui y restent. Or, parmi ces abonnés-là, nous avons donc des circuits prioritaires. Les circuits prioritaires qu'il faut desservir, coûte que coûte. Constamment. Et donc, le peu qui reste là, c'est ça qu'il faut... À savoir, ces circuits prioritaires, on peut les citer, c'est quoi? Bon, d'habitude, les circuits prioritaires, c'est tout ce qui est stratégique. D'accord. Les choses de sécurité, les hôpitaux, les stations de pompage d'eau, tout ça là. Donc, normalement, quand ces choses arrivent, quand il y a des pannes majeures, il n'y a pas de monde. Parce que l'énergie aussi, c'est une science technique qui repose sur des normes, sur des règles d'exploitation et tout. Donc, quand ça arrive, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Soit on importe à partir d'autres lignes, si elles en existent. C'est notre cas, il n'y en a pas, il n'y en a plus, c'est la seule ligne. Soit on démarre la production locale, les groupes qui sont là, ce qu'on appelle le stand-by, ceux qui sont en stand-by, on les démarre. Ou bien certains groupes ne portent pas directement à l'absence nominale, on va à l'absence nominale pour toujours augmenter l'offre. Si cette action-là ne permet pas de couvrir, généralement, dans certains pays, on fait ce qu'on appelle la métier de l'énergie. C'est-à-dire qu'il faut décourager ceux qui consomment aux heures de pointe, en augmentant donc le prix du kilowattheure pour les décourager et encourager les gens à consommer pendant les heures creuses. Et très malheureusement, maintenant, la dernière solution, c'est le délestage. Ça se fait partout dans tous les pays. On déleste. Quand toutes ces actions-là sont terminées... Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix que ce délestage. Il n'y a pas d'autre choix que le délestage. Et donc, ce délestage-là, avec la Nigelec, donc... on assure ce délestage de manière prioritaire et vraiment pour pouvoir faire ça de manière équitable. Pour que tout le monde... Équitable, vous dites, parce qu'on a constaté aussi ce délestage, c'est toutes les 2 heures, souvent d'un quartier à un autre, ou 3 heures, et souvent même pas. Tout à fait. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? C'est pour le délestage ou c'est la Niger qui va répondre? Oui. Bon, on délaisse. D'accord, il va répondre. Allez-y. Donc voilà en fait ce qui s'est passé et c'est pourquoi vraiment nous subissons ces coupures-là et que les gens ressentent.
Parce qu'il faut le dire. Au quotidien, au parce quotidien. que ça empêche aux gens de dormir, Oui, ça oui, empêche aux gens de oui, travailler. C'est énorme ce qui se ça passe. fait. Parce qu'effectivement, l'énergie, la qualité de l'énergie, vraiment, elle est fondamentale pour l'utilisateur final. Et donc, en ce sens que, vraiment, il doit y avoir un compromis entre l'utilisateur et le gestionnaire du réseau. D'accord. Le gestionnaire du réseau doit donc tenir compte, faire en sorte que la fourniture soit continuelle. Mais dans notre cas, vu certains contextes, on n'arrive pas à le faire. Et c'est pourquoi donc vraiment on subit ces désagréments-là. D'accord. Oui. Merci M. Mourou. Monsieur Sani Mathieu, bonsoir et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette question? Pourquoi toutes ces coupures d'électricité aujourd'hui dont les citoyens assistent à leur corps défendant depuis des semaines? Ils sont impuissants et regardent. Merci M. Abdoulaye pour l'occasion que vous m'offrez encore une fois de plus. Parce que je me rappelle la dernière intervention qu'on a eue ici en 2023, le 15 août, sur ce plateau, pour parler de la même situation. Alors, la situation de 2025 est similaire à celle de 2023, à la seule différence que l'autre, c'était des sanctions. Pour de la CEDEAO. Des sanctions. De la CEDEAO, pour être précis. Voilà. D'accord. Pour sanctionner le peuple nigérien. Voilà. Mais ceux de 2025, c'est des sanctions techniques. C'est purement technique. Donc c'est des erreurs humaines. Des erreurs humaines, mais aussi il faut se dire que les ouvrages électriques ont des durées de vie. La ligne via laquelle nous nous approvisionnons à travers le Nigeria date de 1976, ce qui fait environ 50 ans. Honnêtement, comme nous le savons en technique ou en technologie, chaque équipement a une durée de vie. Bien sûr. Quand même la ligne a tenu, elle a fait ses preuves. Alors, si vous vous rappelez, la première information qui a circulé est qu'on a eu des pylônes qui étaient tombés. Évidemment, c'était ça. D'accord. Alors, immédiatement, des mesures ont été prises pour pouvoir rétablir ce qui était tombé. Mais étant donné que toute la ligne, comme je l'ai dit, puisque celle de 76 là, c'est la portion qui nous alimente de Birninkebi à Niamey. Mais il faut se dire qu'il y a une autre portion de Birninkebi qui va jusqu'à le barrage de Kenji, qui est une ligne de 330 kV qui est plus vieille que cette ligne-là. D'accord. Maintenant, immédiatement, quelques jours, ou bien c'était 2 jours après avoir réparé celle-là, mais d'autres défauts aussi ont été constatés sur l'autre portion qui n'est pas sur le territoire nigérien encore. Donc vraiment, on n'a pas de marge, de possibilités pour pouvoir intervenir pour le rétablissement de la ligne. C'est que du coup, cette absence de la ligne, comme l'a expliqué le conseiller Moore, a fortement impacté l'alimentation en énergie électrique de la zone fleuve parce que à environ 25%, c'est ce qu'il a dit. Ça, c'est 25%, c'est suite au rétablissement même parce que au début, c'est plus de 25%. Mais lorsque, après les sanctions, la capacité de transit a été réduite. Au lieu de 120 mégas, on s'est retrouvé avec 46 mégas. C'est que du coup... Aujourd'hui, on a 46 mégas. 46, aujourd'hui, c'est même pas disponible. Les 46 ne sont pas disponibles. Même les 46 ne sont pas disponibles. Ne sont pas disponibles. D'accord. Et qu'est-ce qui est disponible finalement? Voilà, il n'est disponible que nos propres capacités intérieures. Ici. Nos propres capacités, les capacités de la Nigélec et notre promoteur indépendant Smart. Bref, ce sont toutes nos capacités de production nationale qui sont mobilisées pour assurer la desserte de la zone fleuve. D'accord. Voilà. Bon, peut-être on peut s'arrêter pour le moment. On a vu, non, j'ai deux petites questions. On a vu aussi à Difa, les citoyens, les populations là-bas ont réagi par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau aussi? À Difa... Puisque vous avez parlé vous avez parlé de la région du fleuve. Et à Difa, qu'est-ce qui se passe? Voilà, à Difa, la situation n'est pas la même parce que la ligne qui alimente, bien qu'on avait une interconnexion avec le Nigeria, mais qui depuis 2014 a été suspendue du fait des activités de Boko Haram, la ville de Difa était entièrement approvisionnée par les capacités de la Nigélec. Mais paraît-il qu'il y a un des groupes qui a suivi aussi un coup. Vous savez, ce sont des ouvrages normalement... Paraît-il, M. Mathis, paraît-il ou bien c'est la réalité? Parce qu'ici, il faut dire les choses telles qu'elles se sont passées. Vous laissez le gars, vous laissez le monsieur l'exploitant va expliquer clairement. Donc, un groupe qui a pris un coup. Et vous savez, chaque fois quand il y a un ouvrage qui prend un coup, au moins il faut secourir, il faut le rétablir, il faut les activités de dépannage. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, pour les régions, la zone fleuve, la zone Niger centre-est, là aussi nous avons une interconnexion avec le Nigeria dont la capacité de transit est d'environ 60 mégas. Mais cette ligne
quand elle est présente, honnêtement, toute la zone là n'a pas de problème d'approvisionnement parce qu'en plus de l'apport de la ligne, nous avons l'assistance centrale Ismar qui produit 20 mégas, avec les quelques groupes aussi du parc propre de la Nigélec qui permettent d'approvisionner cette zone. Mais certainement, les dernières coupures qui sont intervenues dans cette zone, c'est lié aux travaux de maintenance qui étaient prévus dans la ligne qui alimente la zone. Parce que ça a même fait l'objet d'un communiqué. Moi, j'ai vu la lettre qui a circulé, informant la population de toute cette zone qu'il y aura des travaux de maintenance. Alors, les travaux de maintenance, c'est bien normal qu'on fasse ça. Et surtout que vraiment, cette panne a coïncidé avec une mauvaise période, la période de forte demande, la période de chaleur. Si c'était des périodes vraiment un peu avantageuses, tous les travaux là vont se passer à la douce, personne ne va comprendre ce qui s'est passé. Et là, ça m'amène à vous poser cette question. Pourquoi attendre cette période de canicule pour faire les travaux que vous venez de citer d'entretien? Pourquoi attendre? Pourquoi ne pas le faire avant? Ces travaux peuvent être... Les travaux sont de plusieurs types. Il y a des travaux programmés, ça c'est ça qu'on peut faire bien avant. Mais il y a des travaux qui doivent être nécessaires suite à des pannes. Ça, on ne prévoit pas ça, à tout moment ça peut arriver. Et combien de pylônes sont finalement tombés, puisqu'on comprend que c'est une histoire de pylônes? Non, là-bas, ce n'est pas de l'histoire des pylônes. Non, dans l'ensemble, je vais dire. Puisque vous avez parlé tout à l'heure des pylônes au Nigeria qui sont tombés. Et c'est ce que même la Nigeria a expliqué. Il y a combien de pylônes aujourd'hui qui sont hors d'usage? Bon, là, je vais laisser l'exploitant expliquer ça. Merci. Monsieur Sebou Bokar, bonsoir. Et bienvenue aussi sur le plateau du Grand. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette question de ces coupures d'électricité aujourd'hui, dont les citoyens se plaignent beaucoup, et sans doute vous avez les réactions un peu partout, à Difa, ici à Niamey, un peu partout, voilà. Merci M. Abdoulaye Tchemogo, merci aux téléspectateurs de la RTN. Voilà, à la suite en tout cas de tout ce qui a été dit par le conseiller, par le DG, je ne vais pas revenir là-dessus. Il a déjà, en tout cas le conseiller a déjà introduit le sujet en disant que le Niger est alimenté à travers, si on peut l'appeler comme ça, deux sources principales. La source nationale et puis à travers les importations qui viennent du Nigeria. La ligne du Nigeria. La fameuse ligne du Nigeria. La ligne ou les lignes. Peut-être il faut faire un petit rappel pour dire que en fait nous sommes alimentés à travers deux lignes d'interconnexion à partir du Nigeria. La zone fleuve, qui est constituée des régions de Dosso, Niamey et Tillabéri, sont alimentées à travers une ligne d'interconnexion qui vient du poste de Birninkebi. Et puis il y a la zone Niger Centre-Est qui est alimentée à travers une deuxième ligne d'interconnexion, là à partir du poste de Kassina. Voilà, donc le problème que nous vivons aujourd'hui vient de la ligne qui alimente la zone fleuve uniquement. Voilà. Et là, ce qu'il faut dire, depuis le 7 mai 2025. 17 mai. Le 7. Le 7 mai 2025. Le 7 mai 2025. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 17 juin. Il y a eu un incident. 2 mois qu'on vit cette situation sans solution. Environ 41 jours exactement. Sans solution. Voilà. Bon, la solution y est, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire, nous arrivons quand même à satisfaire la demande à hauteur de 70% minimum. À certains moments, on dépasse ce pourcentage-là. Donc, comme je le disais, nous sommes alimentés ici à Niamey, à Dosso et à Tillabéri à travers la ligne qui vient de Birninkebi, qui vient du poste de Birninkebi. Et c'est cette ligne-là qui a subi le dommage. Il faut dire que le poste de Birninkebi lui-même, il est alimenté par Kenji. Voilà. Et là, à partir de Kenji, nous avons une ligne en 330 qui vient à Birninkebi. De Birninkebi jusqu'à Niamey, c'est une ligne en 132 kV. Et, en 132 kV. Maintenant, l'incident qui est arrivé sur le tronçon Kenji-Birninkebi, sur la ligne 330. Donc c'est hors du Niger, c'est même hors du poste source qui alimente le Niger. Le Niger, d'accord. Voilà. Donc c'est arrivé le 7. Le 7 mai. Le 7 mai, nous avons contacté nos partenaires, nous avons échangé. Il a fallu déjà le lendemain pour qu'on nous dise, voilà, c'est l'effondrement de 3 pylônes. 3 pylônes. Suite à un orage dans la zone. Voilà.
Donc, aussitôt, nous avons mobilisé en tout cas tous les moyens que nous avons au niveau national, ou en tout cas dans la zone fleuve, pour pouvoir faire face à cette problématique-là. Nous avons mobilisé la centrale de Gourbanda, la centrale de Istismar, qui est le producteur indépendant privé. Oui, voilà, la centrale de Niamey 2. Et puis voilà, nous avons pu quand même à un moment donné arriver à satisfaire la demande jusqu'à 90%. Il y a des heures où on va jusqu'à 100% des heures de la journée. Si la demande baisse, on arrive à satisfaire la demande jusqu'à 100% comme je l'ai dit. Mais malheureusement, ça n'a pas pu perdurer. Voilà, avec, comme l'a dit le DG, les conditions climatiques. Donc nos installations aussi, en tout cas, subissent des conséquences. Ce qui fait que il y a eu des retraits de quelques groupes au niveau de nos centrales. Ce qui a lié à quoi ce retrait de groupe? C'est lié à quoi? Comme je l'ai dit, c'est des pannes en fait. C'est des pannes. C'est des pannes, voilà. Donc on était obligé de retirer quelques groupes, ce qui fait que ça a dégradé un peu le taux de desserte. Bien sûr. Voilà. Et à un moment, je pense que la population l'avait remarqué. Je pense qu'au deuxième jour de la panne, la population a commencé à applaudir pour dire qu'on ne sentait pas l'effet de l'absence de la ligne. Mais juste après le retrait de ces groupes-là, donc c'est là où les critiques ont commencé. Donc c'est pour dire que Nigélec, en tout cas avec l'appui du ministère de l'Énergie, a mis tous les moyens à sa disponibilité pour pouvoir faire face en tout cas à la situation qui prouve actuellement. D'accord. Au total, je pose cette question. Il y a combien de pylônes aujourd'hui qui sont hors d'usage? Parce que vous avez parlé de 3. Oui. Est-ce que c'est les 3 ou il y en a d'autres? Voilà. Pour qu'on comprenne. En fait, ce qu'il faut dire, le 7 mai, quand on a enregistré la chute des 3 pylônes, les travaux étaient en tout cas en cours d'exécution jusqu'au 29. Jusqu'au 29 mai, les travaux devaient finir. C'est déjà fini même pour les 3 pylônes. On espérait le retour de la ligne le 29 mai. Et dans la même journée du 29, il y a eu un autre orage qui est parti avec 3 autres pylônes. Donc au total, ça fait 6 pylônes. D'environ de 20 km du lieu initial de la chute des 3 autres pylônes. Les 3 autres étaient finis et il y a eu 3 autres. 3 autres en tout cas, 3 autres chutes. Voilà, ça fait 6. Ce qu'il faut dire en fait, les 3 autres là, étaient déjà finis le 29. Maintenant, c'est après ça qu'il y a eu, comme je l'ai dit, un autre orage qui a emporté en tout cas 3 autres pylônes. Et voilà. Donc c'est cette situation-là que nous sommes en train de gérer difficilement au niveau de la Nigélec, au niveau du ministère de l'Énergie, avec les autorités de tutelle, en tout cas, qui sont avec nous. D'accord. Merci, monsieur. On va revenir sur certains détails dans le débat. Monsieur Boubacar Kadou Mogaji, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue aussi sur le plateau du grand débat. Vous avez écouté ce que les responsables en charge de la fourniture du courant électrique ont avancé. Qu'est-ce que vous en pensez de ces coupures? Bon, moi, en tant qu'analyste indépendant, j'ai plutôt un regard critique sur la gestion même de la politique de l'énergie électrique au Niger. Moi, je veux même remonter de 60 à 83, 84. Si on observe bien, à l'époque, la Nigélec produisait bien, il n'y avait pas de problème d'électricité. Ils avaient leur groupe et puis à l'époque même, ils géraient même la distribution de l'eau potable. Le problème ne se pose pas. Le problème a commencé, je crois, depuis qu'on est arrivé à la démocratisation du pays. Et c'est là où le problème de la gestion même de l'énergie électrique se pose. Et tout à l'heure, le DG a parlé de la ligne qui date de 1976, donc près de 50 ans. Bon, à ma connaissance, la gestion de la ligne de Kandi, dans mes recherches, j'ai constaté que la Nigélec même est actionnaire dans la société qui gère cette ligne de Kandi. Mais pourquoi ne pas anticiper? Vous savez très bien, bon, c'est pas la faute de technicien, moi j'accuse plutôt le politique qui n'a pas voulu anticiper. Lorsqu'il y avait eu les événements du 26 juillet 2023, on aurait dû anticiper. La Nigélec n'est pas la seule qui gère l'électricité au Niger. Vous avez un projet de Sakadalma dont la gestion est plus facile, puisqu'on nous dit que dans certains démarches, on dit que le charbon est mieux maîtrisé par les techniciens, c'est moins cher, on peut le faire. On a traîné
Je me rappelle à l'époque de l'ancien régime, c'était des Chinois qui devraient l'exploiter. Et par hasard, comme moi j'ai l'habitude de rendre visite au défunt Boukari Kane, l'ancien directeur général de la Nigélec, un jour j'étais là-bas et il a reçu la visite d'un ingénieur, un de ses promotionnaires, un Burkinabé. Wright, je crois, était là. Il était venu présenter des condoléances à Wright suite au décès d'un décès. Donc ils ont commencé à parler de ce projet, de ce... Tous étaient unanimes que ce n'était pas 600 mégawatts. On ne peut pas produire les 600 mégawatts. Et j'ai constaté, le gouvernement actuel continue à parler de 600 mégawatts. Dans leurs études, les gens parlent de 200 mégawatts. Donc, et le projet était géré par les Chinois lorsqu'on a fait intervenir un escroc américain qui est venu rentrer dans le projet, il l'a foiré. Nos techniciens même étaient partis, je crois, le suivre aux États-Unis. Il n'a même pas de bureau. C'est comme ça que ce projet a foiré. Donc c'est là où j'accuse le politique de faire un mauvais choix, de ne pas écouter les techniciens. Maintenant, par rapport à la Nigélec, quand je vois la situation de leur installation d'électricité, quand vous voyez les tableaux qu'ils ont dressés, il y a près de 336, je crois, 57 mégawatts qui sont effectivement installés. Quand vous prenez la centrale récente là, de solaire, là, on dit qu'elle fait 30 mégawatts, non? Quand on l'a installé, c'était 30 mégawatts. Mais dans la production, on arrive à soustraire que 14,81. Ça, c'est la question qu'il faut poser aux techniciens. Comment on est arrivé à ça? Ça veut dire où les techniciens ont mal installé la centrale, ou l'AFD et les Français nous ont trompés, ils ont amené une centrale. C'est la centrale Mohamed VI, c'est ça? Non, pas Mohamed VI. Okay, Mohamed VI n'est même pas opérationnel, c'est ce que j'ai compris. Ils n'ont pas encore commencé à exploiter ça. Ça, c'est la centrale financée par l'AFD. C'est de ça que je parle, c'est la centrale solaire. Qui est installée à Gorbanda aussi. Je ne sais pas s'ils ont associé l'agence régionale, l'agence nationale chargée de l'énergie solaire. D'accord. Ils sont là pour ça et ils sont là pour produire l'énergie solaire. Donc, ce que j'ai compris, c'est des techniciens de la Nigélec seulement qui ont installé ça. Or, on a l'impression que la Nigélec est en train de gérer la crise énergétique à vase clos. Alors que vous avez des institutions comme Anorsol, comme Salkadama, comme la Sonidep. Puisque la Sonidep, maintenant, elle est rentrée dans l'exploitation du pétrole. Il y a du gaz qui échappe, qui va dans la nature. Ce gaz-là, d'après les études faites par vous, les techniciens, moi j'ai jeté un coup d'œil, on peut produire le gaz. D'accord. À moindre prix. Quand j'ai fait un audio où j'ai critiqué ça, un responsable de la Sonidep qui m'a appelé, il dit effectivement, ils peuvent le faire. Bon, s'ils peuvent le faire, pourquoi ne pas s'approcher de la Nigélec, approcher les gens du projet de Sakadalma, approcher Anorsol, pour qu'ils puissent se mettre en synergie, nous sortir des problèmes. Les gens, ils vont en ordre dispersé, alors qu'ils ont été créés, c'est tout juste pour la production de l'énergie électrique. Et les Anorsol et Sakadalma. On va arriver aux solutions. On va arriver. Maintenant, au niveau des critiques. Vraiment, pourquoi se couper si vous avez votre petite idée? Et puis, on n'a pas voulu dire, c'est maintenant que vous êtes sortis pour dire que c'est le Nigeria qui a coupé. On a voulu nous faire croire qu'on n'a plus rien à voir avec le Nigeria. Depuis que le président de la République est sorti, fustiger le comportement du Nigeria par rapport à notre sécurité, les gens se sont mis à dire non, j'ai même entendu mon parent, mon frère, ministre des Affaires étrangères, qui disait que on est servi à 100%. Il n'y a pas de délestage. Bon, tout ça, moi je pense que c'est un problème même de coordination. Je ne sais pas si c'est les techniciens qui donnent ces fausses informations aux politiques, puisque j'ai vu dans un de vos tableaux où vous avez évalué les besoins de Niamey. J'ai vu qu'on a dit que Niamey a besoin de 100 mégawatts. Dosso, je crois que c'est 11 ou 12, si je me trompe, vous me corrigez. On a dit que la ligne Niamey, là, ça y est, ils ont besoin de 1,5. Bon, tout ça, là, on dit qu'ils ont besoin. Et vers la fin, on dit que le besoin est satisfait à 100%. On dit qu'il n'y a pas de délestage. C'est un document de la Niger. Est-ce que c'est pas ça que vous avez transmis au ministre des Affaires étrangères? Il s'est permis lui aussi de lire sans chercher à comprendre. Donc c'est ça qui crée. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à dire la vérité aux gens.
qu'on dise que le Niger est dépendant jusqu'à aujourd'hui du Nigeria en électricité. Ce n'est pas une honte. Et puis quand en matière de gestion, de gestion d'un État, il n'y a pas d'état d'âme. C'est l'économie qui prédomine. On aurait dû aller négocier avec nos parents du Nigeria, leur dire que le fait de diminuer à 42%, ça va porter préjudice à notre économie. Ils nous comprendront. Vous vous souvenez quand il y a eu pénurie d'essence, à ma connaissance, ils ont mobilisé près de 300 citernes de carburant. Ils nous sont venus en aide. Quand il y a eu des problèmes de sécurité dans les années 91-90, c'est le Nigeria encore qui nous a... Moi, je pense qu'il faut qu'on soit lucide, qu'on tienne compte des réalités socio-économique de notre pays pour conduire de manière un peu plus transparente et plus objective la politique même énergétique. J'ai vu que le ministre avant-hier est parti visiter une centrale thermique. Bon, centrale thermique. Alors quand on regarde vos arriérés de paiement en gasoil à la SONIDEP, c'est beaucoup. Et vous partez, vous installez une centrale thermique ou encore c'est le gasoil qui va. Moi, je pense que il faut que les moteurs là, l'utilisation des moteurs soit un emploi et que que la Nigélec se base sur l'énergie éolienne. Parce que j'ai vu un privé. J'ai vu dans mes recherches qu'il y a un privé qui veut installer l'énergie éolienne. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner plus. On va arriver dans les solutions. Bon, tout ça, il y a des possibilités. Moi, j'interpelle le politique. Oui, on aura l'occasion de faire. Il y a des possibilités de permettre aux techniciens de leur faire leur travail. Le politique préfère, par exemple, la centrale thermique qu'il vient de. Est-ce qu'on a associé les ingénieurs nigériens? Non, c'est quand elle sera en panne qu'on va les appeler. Celle de l'énergie solaire, c'est la même chose. On a un centre chargé de la gestion de l'énergie solaire. Vous l'avez déjà dit, oui, je sais. Cadeau. Les critiques, il faut mettre une utilisation rationnelle de nos ingénieurs. Puisqu'ils existent et ils savent faire leur travail. Merci beaucoup. C'est ça le problème qui nous accable. On va y revenir. Oui, monsieur On va revenir sur les propositions. Voilà. Je vous remercie de cette occasion que vous nous donnez d'être en face de ceux qui ont en charge la gestion de cette crise pour un peu revenir sur le ressenti déjà des populations. Je pense que dans le discours, vous savez, les techniciens, quand ils parlent de pourcentage, le citoyen, il regarde la disponibilité ou l'indisponibilité de l'électricité. Ce qui est réel. Ce qui est réel, ce qui est ressenti. En fait, les pourcentages, ça ne parle pas aux citoyens. Ce qu'il faut retenir, c'est que depuis un mois, il y a un problème de disponibilité de l'électricité dans les ménages. Les causes éloignées, on les connaît. C'était des mauvais choix de politique publique en matière d'énergie qui datent depuis une cinquantaine ou soixantaine d'années, mais qui ont été aussi exacerbés ces 10-15 dernières années. Où, au lieu de se préoccuper d'accroître la production énergétique, notre pays s'est fortement endetté pour réaliser des projets qui concernent plus le transport de l'énergie que sa production. Et à partir du 26 juillet déjà, on a été confronté à notre première crise où on a compris qu'il y a eu beaucoup de projets qui étaient des projets d'arnaque vis-à-vis des finances publiques et du peuple nigérien. Comme Gorubanda d'ailleurs, qui est une véritable... c'est de l'arnaque et tout le monde l'a démontré. Maintenant, ce qui fait mal aux Nigériens que nous sommes, surtout qui soutenons le CNSP, soit dit en passant, nous saluons les efforts de la Nigélec et du ministère de l'Énergie pendant toutes les deux crises, parce que le Niger est quand même, s'en est sorti plus ou moins avec indemne de la coupure de l'énergie par le Nigeria au lendemain des événements du 26 juillet. Mais comme nous l'avions dit à l'époque, dans les discours et dans les soutiens au CNSP, la souveraineté, il lui faut un contenu. Bien sûr. On ne peut pas continuer à se plaindre des politiques publiques passées pendant qu'on a aujourd'hui à presque 2 ans de mise en œuvre du processus de refondation qui, normalement, doit nous permettre de nous centrer sur l'amélioration de la production énergétique. Et on se rend compte aujourd'hui, avec la perte de ces 3 pylônes, qu'en réalité, il n'y a pas de grosse avancée dans ce domaine. Je me souviens, et on va demander la question, le 26 juillet, quand il y a eu un projet qui nous a été présenté,
dans la région de Dosso, de construction d'une centrale qui devrait, thermique, qui devrait je pense des groupes qui devraient venir d'Afrique de l'Est et d'Europe de l'Est, qui devraient permettre à notre pays de disposer d'une capacité de 90 MW. Ceux qui, techniquement, si on les écoute, de ce qu'on importe du Nigeria à partir du 26 juillet et de même certains producteurs indépendants, ça permettrait de nous passer de l'énergie du Nigeria, ne serait-ce que sur la desserte de Niamey, Dosso, Tillabéri. Donc, aujourd'hui, le projet nous a été présenté comme devant durer 1 année. Et on nous avait promis que en avril 2025, cette centrale devrait voir le jour. Donc, on n'aurait pas dû vivre tous ces problèmes. Donc, ça veut dire que on a eu des situations, on n'a pas encore tiré toutes les leçons. Ouais. Et je pense que l'erreur, c'est, pour moi, je pense, ça a été de continuer à croire dans l'offre de dessert du Nigeria, sachant que pour des questions géopolitiques aujourd'hui, on a et on aura des difficultés avec le Nigeria. Nous savons que même si demain on rétablit la ligne 132 de Birni-Kebbi, il suffira que ceux qui ne veulent pas que nous avancions dans notre effort de lutte pour la souveraineté s'en prennent à cette ligne. Ah oui, bien sûr, le sabotage. Puisque nous, notre territoire, on a plus ou moins la maîtrise sécuritaire, mais de l'autre côté, c'est un abandon total. Tout à fait. Donc, ce que nous, citoyens, ne comprenons pas, c'est que on a fait déjà le 26 juillet 2023 le constat que nous étions dépendants du Nigeria 60 ans après les indépendances et que entre le 26 juillet et aujourd'hui, on n'a pas encore commencé de démarrer le processus de souveraineté énergétique. Et c'est cela pratiquement que cela n'est pas du ressort de la Nigélec, mais c'est de manière générale que les citoyens se posent cette question. À quand continuerons-nous à dépendre du Nigeria en matière énergétique? Tout à l'heure, je vais quand même un peu rectifier ce qu'a dit par rapport aux propos du ministre des Affaires étrangères. Il fallait comprendre quand il dit, puisque quand on coupe l'énergie du Nigeria, avec toutes les difficultés qui ont été énumérées, c'est sur fonds propres que nous sommes sur une production nationale que nous fonctionnons. Avec les difficultés, il n'y a pas un pays qui peut être protégé à 100% en matière de fourniture, mais c'était ce qu'il fallait comprendre. C'est-à-dire que malgré qu'on ne reçoit rien du Nigeria, notre système électrique tient. Avec des hauts et des bas, mais ça tient. Mais je pense que c'était illusoire de dire qu'on ne recevait pas. D'accord. Vous allez réagir. Allez-y, vous avez écouté ce que... Voilà, pour apporter des éclaircissements ou des précisions. Voilà, pour répondre en tout cas aux questions de tonton Alhaji Kado, par rapport aux propos du ministre des Affaires étrangères, c'est pour dire que, en fait, pour nous autres qui sommes du domaine, il n'y a pas d'ambiguïté. D'accord. Voilà. Le tableau, comme l'a dit tonton Kado, le tableau qu'il a reçu, en fait, c'est pour une heure bien précise. Ce qu'il faut dire, chaque 3 heures de temps, Nigélec fait un rapport. Et il y a également un rapport journalier. Pour chaque jour, nous faisons un rapport. Donc, le ministre a dû recevoir le tableau d'une heure bien précise. Et pour cette heure-là, certainement, Nigélec arrivait à satisfaire toute la demande de la zone fleuve. Donc, on écrit en bas du tableau, la desserte est assurée à 100%. Il n'y a aucun kilowattheure qui vient du Nigeria, en fait. Voilà. Donc, toute la demande est assurée, la demande de la zone fleuve est assurée à 100% par les installations propres du Niger. Maintenant, pour revenir par rapport à DIFA, c'est une panne sur un groupe de 2 mégas au niveau de la centrale de DIFA. Comme l'a dit le DG du ministère de l'Énergie, la région de DIFA est alimentée par les installations propres de la Nigélec depuis 2016. Donc, c'est des centrales thermiques diesel qui nous permettent d'alimenter toute la région. Donc, voilà, c'est un des groupes de 2 MW qui est tombé en panne et c'est une panne majeure. Voilà. Et malheureusement, sur le marché aujourd'hui, nous n'avons pas le marché national, nous n'avons pas la possibilité d'acquérir ce groupe-là parce qu'il n'y a pas la disponibilité. D'accord. S'il faut acheter ce groupe
il faut attendre plusieurs mois. Mais là, nous sommes en train de chercher une solution. Et dans les prochains jours, Inch'Allah, nous allons trouver un groupe de remplacement qu'on va amener à Difa. Pour le cas de Maradi, il faut dire que c'est une maintenance pour une journée. Sinon, à Maradi, il n'y a aucun problème. Comme je l'ai dit, c'est une ligne d'interconnexion qui vient du poste de Kassina qui alimente toute la zone NCE, qui est constituée des régions de Maradi, Zender et Tawa. Et en plus de cette ligne d'interconnexion, nous avons aussi les installations propres du Niger. Pour revenir sur la centrale solaire de 30 MW Crête de Gorubanda, je dirais que le tableau que Tonton a reçu est pour une heure bien précise. Et les centrales solaires ne peuvent pas donner toute la capacité installée sur toute la période, sur toute la journée. Parce que quand il y a l'ensoleillement, assez d'ensoleillement, la centrale solaire, elle donne le pic. Bien sûr. Quand il y a moins de soleil, elle ne donne pas. Tout à fait. Donc à certaines heures, quand vous prenez 4 heures, 6 heures, il n'y a même pas de production solaire en fait. La production solaire, elle commence chez nous à partir de 7 heures du matin. Voilà. Il y a aussi la question sur la centrale Mohamed VI. La centrale Mohamed VI, il faut dire qu'elle est quand même en exploitation, mais en exploitation limitée, parce que nous n'avons pas encore terminé toute l'installation. Il y a du matériel qu'on attend encore, et il y a l'équipe marocaine avec qui on a installé la centrale qui est en train de venir demain. Donc on va continuer les travaux et on va finaliser là, la centrale pourra donner toute la capacité installée. Ce qu'il faut dire, depuis en tout cas les événements du 26 juillet 2023, la tendance est inversée. Avant, comme on le disait, on prenait 70% de notre énergie à partir du Nigeria. Aujourd'hui, le Niger donne au moins 70% de l'énergie à sa population. Donc la tendance est inversée. Nous avons pu installer un 5e groupe au niveau de Gorubanda, même si ce 5e groupe aujourd'hui a quelques difficultés qui ont fait en sorte qu'on l'a retiré du système de production. Mais nous avons reçu un expert du fabricant qui était là, il a quitté Niamey avant-hier, qui a fait un diagnostic, et le diagnostic nous a dit c'est quoi le problème. Là nous sommes en train de corriger et le groupe sera remis en fonctionnement dans les prochains jours, Inch'Allah. D'accord. Merci. Monsieur le DG, qu'est-ce que vous allez ajouter? Rapidement, on va à l'autre question pour avancer. Non, on peut ajouter quelque chose. D'accord, rapidement. Rapidement, je complète un peu par rapport à la centrale solaire de Gorubanda. Effectivement, comme vous pouvez le constater, le rendement ne peut pas être égal à celui de la puissance installée, parce que d'abord, il faut assurer les travaux de nettoyage, et je suis sûr que le projet qui a installé ça est en cours d'acquisition des équipements de nettoyage, puisque il y a des machines spéciales pour ça. Ils sont en train d'acquérir ça, donc ces travaux de nettoyage réguliers vont permettre au moins de booster un peu le rendement de la centrale, être dans la zone la plus optimale. Bon, par rapport au propos du ministre des Affaires étrangères, je laisse ça passer. Il a déjà expliqué. Je passe à la question de Bana par rapport au projet de Dosso. D'accord. Le fameux projet de Dosso. Le projet de Dosso d'une centrale thermique de 90 MW proposé par un promoteur privé. D'accord. Alors, les promoteurs privés viennent avec leurs propositions qui peuvent paraître alléchantes. Dans tout le cas, c'est juste du marketing. Ils viennent intriguer l'État pour montrer que c'est possible. De donner toutes les opportunités, montrer à l'État que c'est possible. Mais les conditions avec lesquelles ils peuvent venir ne sont pas facilement des conditions qui peuvent être favorables pour l'État. Acceptable. Des conditions que l'État peut facilement accepter. Parce que l'État a besoin d'informations avant de s'engager. L'État s'engage dans les projets énergétiques à travers des conventions qu'il signe avec les promoteurs. Et ces conventions sont élaborées sur la base des études de faisabilité techniques et financières que le promoteur va amener. Alors, à défaut de ces documents-là, mais nous on se trouve désarmés, on n'a pas vraiment des éléments d'appréciation, on ne sait pas sur quoi on va se baser pour signer des papiers à un promoteur. Et si on se hasarde à faire ça, ça va créer une rupture d'égalité
avec les promoteurs parce que beaucoup sont là, ils attendent ces papiers-là, qui est très important pour eux parce que ça leur permet facilement de chercher les financements. D'accord. C'est pour cela que les promoteurs doivent concentrer un effort personnel de financer l'étude de faisabilité et de la faire valider avec les acteurs du secteur. Une fois que cette étude de faisabilité est validée de commun accord avec tous les acteurs, qu'est-ce qui va empêcher à ceux qui signent ces conventions? Bien sûr. Voilà ce qui est arrivé à ce projet. Donc nous attendons actuellement l'étude de faisabilité technique et financière complète. L'État est prêt à lui signer tous les papiers nécessaires pour qu'il aille de l'avant. Donc, à votre information, il y a même une réunion qui a réuni presque tous les acteurs concernés par la situation énergétique autour de ce même projet pour voir comment faire pour avancer de l'avant par rapport à ce projet. Et la réunion était unanime qu'on ne peut rien faire actuellement pour cette phase si l'étude de faisabilité n'est pas prête. Parce que tous ces acteurs-là ont besoin de ce document précieux pour apprécier la faisabilité d'abord technique de ce projet et aussi regarder sa rentabilité économique et financière. Donc ces informations-là, c'est ça que nous attendons pour le moment. Il n'est pas dit que le projet est à l'arrêt, mais nous attendons ces informations. Le projet est à l'arrêt puisqu'il devrait normalement entrer. La centrale était donnée pour entrer en service en avril 2025. Pour le moment, le promoteur n'a pas fait un feedback pour nous dire qu'il a arrêté. Nous, on suppose que c'est un projet en cours jusqu'à présent à notre niveau. D'accord. Il est en cours. Ok, voilà. Merci. On va avancer. Après le 26 juin, on l'a dit, et la suspension de la ligne du Nigeria, beaucoup de nos concitoyens avaient fondé espoir qu'on n'assistera plus à de telles situations. Alors, qu'en est-il vraiment? Comment on peut expliquer ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui, et qu'en est-il du plan stratégique dont a fait cas la ministre de l'Énergie lors de son entretien? Monsieur Molo. Merci, Monsieur Abdoulaye. Donc, je peux juste donner un petit détail par rapport au délestage. Il faut dire que certes, c'est une solution drastique qui n'est pas très appréciée par la population, mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Si, au lieu d'avoir, par exemple, une décès de 75% en faisant le délestage, si on ne le faisait pas, il y aurait ce qu'on appelle l'écroulement total du réseau. On allait venir à 0%. Parce qu'il y a des équipements qui sont très sensibles à la fréquence. Tant que l'offre est inférieure à la demande, la fréquence va baisser. Et si elle continue à être inférieure à la demande, elle va continuer jusqu'à s'écarter de la plage. Quand elle va s'écarter de la plage, il y a des équipements qui vont déclencher et qui vont donc isoler le réseau complètement. Et on va avoir à zéro. Donc, ce qui fait que c'est vraiment bien. Il fallait le faire et c'est très bien. Donc, le délestage en amont était nécessaire. Ah, c'est une solution technique nécessaire. Technique nécessaire. D'accord. Oui. Merci. Donc, par rapport aux solutions, effectivement, pour qu'on arrive à couvrir la demande, c'est-à-dire être en équilibre, offre égale à demande, il faut donc qu'on dispose d'une offre capable de couvrir la demande à tout moment. C'est soit compter sur nos propres moyens de production, parce que les lignes là ne sont pas fiables. Et donc, si on doit compter sur les moyens de production propres, il faut les augmenter. Parce que c'est une équation. Offre égale à demande. On ne veut pas qu'elle soit déséquilibrée. Donc, actuellement, qu'est-ce qu'on fait? C'est soit on agit sur l'offre en augmentant la production, ou bien on agit sur la demande en diminuant la demande. Donc, nous, si on opte pour l'augmentation de l'offre, il faut donc chercher des moyens de production complémentaires. C'est ce que Nigélec a fait. En essayant, par exemple, de mettre en marche le 5e groupe qui va produire 20 MW. 20 MW à l'échelle de la région fleuve, c'est beaucoup. Ça peut prendre beaucoup de départs. Peut-être 3, je parle sur le compteur du SG, peut-être 3 départs, et un départ, c'est très important. Sur les 37 qu'on a, si ça prend 3 départs, 4 départs, ça soulage un peu. Si encore on arrive à avoir les 30 MW supplémentaires de diesel des Chinois, 30 MW aussi, si on fait même à raison de 5 MW par départ, ça fait 6 départs aussi. 3 plus 6, ça fait 9 départs. Ça continue toujours à soulager les gens. Et je vais juste rebondir un peu par rapport à l'inquiétude de M. Kado, qui disait pourquoi aller toujours vers le diesel au lieu d'aller peut-être vers le solaire. Dans ces cas-ci, les diesels sont des moyens qu'on utilise pour couvrir la pointe. Parce que c'est des groupes diesel qui répondent rapidement, spontanément. Contrairement, par exemple, aux sources solaires qui sont intermittentes et variables. Si aujourd'hui on se basait sur le solaire pour faire ce débat-là,
Dieu allait faire de la journée, peut-être d'aujourd'hui, une journée, un ciel nuageux. Et on allait arriver à 0 MW de production, alors que le besoin est là. Ablaye a décidé de faire un débat aujourd'hui avec nous. On a besoin d'énergie, mais Dieu a décidé autrement parce que c'est le Dieu qui dépend. Tout à fait. Donc voilà. Donc c'est ça. D'accord. Bon, voilà. Il faut vraiment mettre en œuvre rapidement les solutions au niveau de la Nièvre. Et le plan stratégique, qu'en est-il vraiment? Parce qu'on a reçu la ministre de l'Énergie sur le plateau qui a parlé de ce plan stratégique. Tout à fait. Et on attend toujours. Merci. Donc, il y a effectivement, en 2023, les responsables de la Nièvre et du ministère de l'Énergie ont élaboré un document qu'ils ont appelé donc le plan stratégique 2023-2027, je passe sur le compte du DGE, dans lequel donc ils ont essayé de prioriser les projets. Voilà. Des projets à moyen terme, à court terme, à long terme. Et si ces projets-là, on arrive à les mettre en œuvre, vraiment le Niger deviendrait. Pourquoi ça n'avance pas? La question elle est simple. Bon, parce que quand on a reçu, je le précise parce que j'étais sur le plateau avec la ministre, quand on a reçu la ministre, elle a bien expliqué et pas à pas ce qu'il faut faire. Et pourquoi jusqu'aujourd'hui rien n'a avancé? C'est quoi le blocage? À mon avis, vous savez, les projets électriques sont des projets très coûteux. Très coûteux, d'accord. Vraiment, le mégawatt-heure coûte cher en fonction de la source de production. On peut aller à des centaines de milliards. Et actuellement, je parle sous votre contrôle. Le pays, quand même, n'a pas ces disponibilités financières-là. Il faut donc chercher des engagements. Mais est-ce que, M. Morou, si depuis que la ministre a annoncé ce plan stratégique aujourd'hui, si peut-être qu'on avait pu avancer, est-ce qu'on n'aurait pas dû trouver une solution provisoire par rapport à ce qui est en train de se passer? Je pose la question. Bon, vous voyez déjà, on a lancé Sakdamna. D'accord. Actuellement, Sakdamna, vraiment, ils sont vraiment à pied d'œuvre. À pied d'œuvre, d'accord. Sakdamna, oui, le projet Sakdamna. Oui, oui. Ils sont à pied d'œuvre. Ah, oui, oui, vers la fin du mois de mars. C'est une bonne nouvelle. La fin du mois de mars, une équipe chinoise était venue ici. On a lancé donc les travaux de Sakdamna. Normalement, le 15, hier, une autre équipe devait venir, qui allait aller sur le site pour vraiment faire des échantillonnages au niveau du site. Nous-mêmes, on a fait, j'étais parmi la délégation, on était sur le site là-bas, avec une équipe chinoise et des Indiens. On a visité. Et là, vraiment, ils sont en train de... Donc, en un mot, Sakdamna avance. Sakdamna avance. Mais tout doucement. Ça avance bien. Sûrement. Ça avance bien. D'accord. Pour finir avec vous, à quand concrètement la fin de ces délestages qui dure des semaines? Pour finir sur la question. À quand? Bon, quand aujourd'hui qu'est-ce que vous pouvez dire à la population? Quand on va finir avec ces délestages? D'accord. Comme on ne peut pas s'en passer de la ligne d'interconnexion du Nigeria, le souhait serait que la ligne soit rétablie le plus vite que possible. Celle du Nigeria? Du Nigeria. Toujours? Oui, parce que vous savez... Il n'y a pas d'autre solution, il faut toujours... Non, pour le moment, quand même, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser. C'est la seule alternative qu'on a aujourd'hui. Cette ligne-là, il faut qu'elle soit là. Et Nigeria continue, comme l'a dit le monsieur l'SG, Nigeria continue maintenant à vraiment arranger au niveau de ses productions. Les autres sources, là, les mettre en œuvre, les différentes, les tranches qui sont là-bas, qui sont en panne, de les réparer et pour que vraiment la puissance puisse croître et couvrir donc la demande. Donc, pour l'instant, on va devoir attendre longtemps. Bon, c'est pas longtemps. La ligne, normalement, comme l'a dit le SG, c'est très bientôt. Vous savez, juste un petit détail, M. Abdoulaye, les temps de démarrage là dépendent de beaucoup de facteurs. Il y a il faut d'abord maîtriser la panne. Il y a l'accessibilité de la zone. Bien sûr. Il y a aussi la disponibilité des pièces de réchange. Il y a la disponibilité des équipes. Il y a aussi les conditions météorologiques. Et il y a aussi le système même. Par exemple, le Niger, c'est un système interconnecté. Oui, mais tout ça, M. Morou, Bana l'a dit tout à l'heure. Depuis le 26 juillet qu'on a connu ce problème avec la ligne du Niger, pourquoi on n'a pas pensé à toutes ces solutions pour trouver une solution provisoire? Et on attend toujours. Pourtant, il l'a dit, parce que le problème, c'est que les gens ne comprennent pas que ce que nous avons connu le 26 juillet, tout le monde l'a connu et les gens ont accepté. Et on a trouvé une solution. Et qu'on revient encore dans la même situation à cause des quelques pylônes qui sont tombés et qu'on n'arrive pas à trouver une solution. Il faut dire la vérité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez une solution ou pas? Il faut donc, s'il faut aller vraiment à des solutions totales, définitives, il faut vraiment qu'au niveau local, qu'on accroisse notre production. Vraiment, aller vers des productions propres internes. Et pour ça, il faut donc vraiment une installation d'autres centrales. D'autres centrales. On a vu par exemple des centrales de 120 MW au niveau de la zone fleuve, cycle combiné, qui est vraiment des centrales qui ont un bon rendement, et qui peuvent vraiment couvrir la demande. Parce qu'elles peuvent non seulement donc couvrir donc le gap causé par la ligne, et maintenant aussi faire face à la pointe. Quel est le coût, par exemple, d'une centrale de production de 120 MW? Et le coût et le délai d'exécution des travaux? Oui, les centrales en fonction de la nature de la source sont variables. Pour les centrales thermiques, en moyenne, on a 4 ans.
4 ans pour la réalisation de la centrale. Le coût du mégawattheure, je parle sur le compte DGE, je pense vers les 600 000 $. À peu près, hein, il va me corriger. Tu prends entre 700 millions et 1 milliard. Voilà, donc, voilà le mégawatt. Le mégawatt. C'est en 120 milliards. Voilà, à peu près, oui. 120 milliards. Voilà. Ok. D'accord, on a compris. Voilà. Allez-y. Oui, rapidement. Hein. Monsieur Abdoulaye, vous avez parlé du plan stratégique. Ah oui, le plan stratégique que la ministre a développé sur notre plateau. Effectivement, lors de son il y a le plan stratégique qui est articulé autour de plusieurs actions. Il y a certaines actions qui sont des actions immédiates qu'il faut faire. D'accord. D'autres actions à court terme et certaines dans le long terme. D'accord. Et parmi les actions immédiates, c'est la mise en exploitation de tous nos équipements-là qui étaient à l'arrêt et ce qui a été fait et certains encore sont retombés en panne. Donc on va encore les réparer. Mais parmi les actions immédiates, on s'est rendu compte, il faut secourir la zone du fleuve. C'est ce qui a conduit aussi à l'installation de 5 MW à Dosso, parce que Dosso, Tilaberi et Niamey sont interconnectés. Et aussi le projet de la centrale de Goudel, dont vous avez fait cas, que la ministre a visité avant-hier, dont les travaux sont en phase de génie civil. Tout à fait. Ça peut-être je vous fais une petite révélation par rapport à ça. Le projet était censé être mis en service le 18 avril, bien avant cette période que nous vivons. Dû à certaines contraintes extérieures au secteur de l'énergie, ça n'a pas encore connu d'avancée. Mais dans le planning actuel, nous espérons la mise en service en septembre 2025. D'accord, prochain, hein? C'est septembre-là. D'accord, ok. Inch'Allah. Quelle est la production estimée? Non, c'est 30 MW installés. 30 MW installés. Ok. Installés, ça sera exploité les 30. Bien sûr, ça sera exploité. Non, ça c'est pas le solaire, c'est le thermique. Non, même le solaire, la technique maintenant permet de conserver pendant au moins 8 heures de temps, non? Le stockage coûte excessivement cher. Ok, on y va. Le solaire, c'est le moyen de... On y va. Maintenant, parmi les courts termes, dans le plan, il y avait vraiment des projets qui étaient initiés dans presque toutes les zones. Oui, ça, elle l'a dit. Je me rappelle bien qu'elle a cité tous ces projets. La zone fleuve, c'était un projet... Voilà, j'arrive. C'était un projet d'installation d'une capacité de 120 MW sur le plateau de Gorobanda toujours. Initialement, le projet était un projet qui a été ficelé sous la forme d'une acquisition que c'est l'État même qui doit financer. D'accord. On a été informé que, vu la situation actuelle, il faut reconvertir ce projet pour que ça soit en BOT. Que ça soit porté par un promoteur privé. Donc, ce projet vraiment a fait l'objet de certains avis, parce que quand on initie un projet sous cette forme, il y a les acteurs qui doivent donner leur avis sur le dossier. Tout à fait. Et ce projet-là vraiment a fait tout le cycle, a connu tous les avis maintenant. C'est le reste. Des avis, je dois le préciser parce que je me suis renseigné, des avis positifs. Bien sûr. Ah oui, parce que je me suis renseigné avant de venir sur le plateau, que tout le monde a donné des avis. Et pourquoi il y a le blocage? C'est ça que j'allais vous dire. On veut comprendre, c'est où le blocage? Parce que tout le monde a donné son avis. Projet, pourquoi ça n'avance pas? Ça va avancer. Quand? Ça va avancer, je vous dis, parce qu'il y avait des projets. J'arrive. Ah oui, quand? J'arrive. On est dans le concret. J'arrive. On ne va pas revenir toujours dire qu'on va faire ça. On est dans le concret. Ce projet était au même niveau que le projet de la région d'Agadez, qui consiste vraiment à parachever un projet qui était initialement financé par l'AFD. Alors, avec le départ de l'AFD, bien sûr, l'Agence française de développement, au moins que l'État du Niger sauve l'honneur pour financer ce projet et l'achever au grand bonheur de la population de la région d'Agadez. D'accord. Donc, lui, ce projet, déjà, il y a un projet de contrat qui est en cours de signature. D'accord. Certainement, ça va aboutir pour que ça soit mis en œuvre. On va suivre ça de près. Hein. Ça, je vous maintenant, puisque la zone Niger Centre-Est aussi a un projet similaire d'installation de 70 MW répartis sur 3 ou 4 sites, Tawa, Malbaza, Zander et Maradi. Donc, ce projet aussi a fait le même processus que les 120 MW. Il y a eu des avis qui sont... Tous les avis sont là. Oui, parce que vous êtes informé. Je sais, oui, bien sûr. Avant de venir sur ce plateau, moi j'ai demandé ce qui se passe et j'ai les éléments d'information. Voilà un peu donc pour toutes les autres, ces zones-là. Alors, pour Difa,
initialement, des fois, n'avait pas de problème. Si ce n'est bien sûr, le groupe qui est tombé en panne. La panne de ce groupe. D'accord. Voilà pour les projets qui sont vraiment les court terme. Avancés. Qui sont avancés. Pour dire donc nous attendons vraiment on attend juste, immédiatement le relance pour continuer les activités relatives à ce projet. Ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. D'accord. Mais ce n'est pas fini. Par rapport aux autres projets dont on a fait cas ici de Salkadamna, effectivement, il y avait des équipes qui étaient venues pour les questions d'études de faisabilité, des équipes d'experts chinois et indiens. Donc ils ont fait la collecte des données. Et d'après les informations... Les Chinois sont là? Bon, quand on fait la collecte de données, on ne reste pas sur les sites. On retourne maintenant... C'est les experts chinois qui doivent venir pour ça. Non, ils ont fait une première phase de collecte de données qui concerne les volets central et le volet ligne d'évacuation. D'accord. Maintenant, par rapport à ce qui concerne le volet mine, ils ont promis qu'ils vont venir au courant de ce mois, pour vraiment un peu approfondir les sondages et certifier les quantités de charbon disponibles, parce que toutes les capacités qui seront installées, c'est en fonction de la disponibilité de ces minéraux-là. Donc, c'est ce travail-là qui doit être fait, parce que d'après ce qu'ils nous ont promis, c'est hier, normalement, l'équipe devrait venir. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas cherché l'information, s'ils sont là. C'est réglé le problème de visa? Parce qu'à un moment, il y avait un problème de visa qui s'est posé pour cette équipe. Vraiment, des instructions ont été données. Ah oui, bien sûr. Je sais de quoi je parle. Est-ce que c'est réglé le problème de visa? Non, c'est réglé. Voilà. Parce que des instructions ont été données clairement que pour tous ces experts qui vont venir dans le cadre de ces études-là, de leur accorder le maximum de facilité d'obtention des visas. Au début, c'était juste des notes verbales qu'on adresse, mais leurs pays ont dit, bon, désormais, il faut qu'il y ait des visas formels pour qu'ils quittent. D'accord. Donc ça, cette question a été réglée. C'est vraiment des instruments ont été donnés pour que ces visas soient octroyés. Et Salkadam va avancer. Salkadam va avancer. D'accord. Ça va avancer. Merci, oui. C'est le sujet. Rapidement, comme ça, on va donner la parole au grand Fakado qui a envie vraiment de prendre la parole depuis un moment. Voilà. Mais on laisse quand même les techniciens expliquer ce qui se passe. Voilà. Pour y remédier, déjà... Le plan stratégique. Oui, déjà, déjà il faut que au niveau à l'interne, comme l'a dit le DG, il faut qu'on remette en marche tous les groupes qui sont en panne. D'accord. Voilà. Donc tout à l'heure je parlais du 5e groupe qui fait 20 MW. On a la centrale aussi Mohamed VI qui est en cours d'achèvement, qui va nous donner aussi 20 MW. Ça fait déjà 40. Voilà, la centrale aussi de Goudel, dont la ministre avait visité hier. Hier, voilà. Hier, là également, c'est 30 MW installés. Mais hier lundi. Voilà, 30 MW installés. Donc quand on fait le cumul, en tout cas si on avait ces capacités, on n'aurait pas de délestage aujourd'hui. Parce que ce qu'on déleste, ça tourne entre 15 jusqu'à 50, en fonction, bien sûr, de la demande, de l'heure qu'il fait dans la journée, où ça pompe beaucoup. Bien sûr. Donc si on a ces capacités, on n'aurait pas de coupure. Voilà. Mais n'empêche, même si on a ces capacités-là, il faut assurer la sécurité N-1, N-2, N-3, parce qu'à tout moment, un groupe peut tomber à panne, ou bien il faut le retirer pour des raisons d'entretien, de maintenance. Dans les pays développés un peu partout, c'est comme ça. Tu dois avoir la sécurité jusqu'à N-3. Voilà. Mais aujourd'hui, nous cherchons d'abord à satisfaire la demande qui est là pour l'instant. Voilà. En deuxième point, pour y remédier, il faut aussi continuer à bousculer nos partenaires du Nigeria pour que, en tout cas, la ligne revienne le plus rapidement possible. En tout cas, nous l'espérons, comme l'a dit le conseiller, nous l'espérons très bientôt. Parce que ce qu'il faut dire, sans la ligne, d'un point de vue économique, ça pèse sur la Nigélec. Aujourd'hui, durant tous ces jours-là, ces 41 jours où on est en train de produire l'électricité à travers ces centrales, il faut dire que le coût de production est supérieur au prix de vente. Donc c'est vraiment un poids économique majeur sur la Nigélec. Voilà. Et là, nous allons, nous, du côté de la Nigélec, expliquer tout ça là à notre conseil d'administration. Parce que déjà, en tout cas pour nous, l'année 2025, elle est compromise. Pour assurer notre équilibre financier. Effectivement,
toutes ces années, c'est l'État qui vient en appui à la Nigélec. En tout cas, pour combler le déficit, l'État va continuer à le faire, à subventionner encore. En tout cas, c'est le lieu de dire en tout cas à la population, à nos consommateurs, que l'État fait un grand effort pour assurer l'équilibre en tout cas de la Nigélec. Quand la fin de ce délestage? Oui, comme je l'ai voilà. dit, en tout cas, nous travaillons pour que dans les prochains jours, très bientôt, nous remettons en marche le 5e groupe. Voilà. Et puis la centrale Mohamed VI va venir en tout cas en appoint. Et aussi nous espérons très bientôt, je le répète, le retour de la ligne. D'accord. Le retour de la ligne. Le retour de la ligne. D'accord. Inch'Allah. Merci. Maintenant, oui, au niveau du plan stratégique, voilà. Même si le ministère est bien placé pour répondre à cette question, voilà, okay. Je pense qu'il y a toute une panoplie de projets qu'on a. Il faut mettre rapidement en œuvre. Qu'il faut mettre rapidement en œuvre. Rapidement. En tout cas, il y a eu les montages de pratiques. Et c'est quoi le blocage? Le blocage, c'est la partie financement, il faut le dire. C'est le financement. C'est le financement. Qui fait défaut. C'est le financement qui fait défaut. Aujourd'hui, Nigélec n'a pas les moyens de financer ces projets-là. Du côté de. Mais pourtant, il semble qu'il y a eu certains partenaires qui sont prêts à financer, mais je ne sais pas pourquoi on refuse toujours de donner le quitus là pour qu'ils fassent. Oui, c'est vrai, il faut travailler avec les partenaires, mais aussi il faut regarder, en tout cas, si ça arrange l'État du Niger. Parce que des fois, les propositions qu'on reçoit, en tout cas, ne répondent pas à nos attentes. Ou des fois, c'est des gens qui vont venir vous faire des propositions alléchantes, mais en fin de compte, on ne va pas au bout de ces projets. En fait. Donc c'est un peu ça. Ok, il faut être prudent. C'est important. D'accord, merci. Merci, monsieur Lessi. D'accord, monsieur Kado, vous avez la parole maintenant. Oui, moi, vous avez écouté à travers ce qu'ils ont dit, j'ai relevé la dernière question pour finir. J'ai relevé quelques lacunes, puisqu'on disait que même l'appareil là de Gorubanda, pour le nettoyer, a un matériel spécifique qu'il ne dispose pas. Là, c'est une lacune. On devrait, dès l'installation de cette centrale, prévoir les appareils pour nettoyer. Peut-être c'est ça qui fait que... Monsieur Kado, cette centrale de Gorubanda à son temps, tout le monde a décrié les conditions. Je viens, moi, à travers ce que vous venez de dire. Maintenant, les tableaux dont vous parlez, normalement, quand vous faites des tableaux, ne faites pas des tableaux séduisants. Puisque le tableau que vous avez présenté là est au ministre et que moi j'ai pris connaissance, c'est des tableaux séduisants qui donnent l'impression que la Nigélec, depuis le 26 juillet 2023, elle n'est pas dépendante du Nigeria. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. D'accord. C'est ça qu'il faut éviter quand vous faites vos tableaux, faire en sorte que les Nigériens lambda, qui n'est pas électricien, qui n'est pas du domaine, dès qu'ils lisent, ils comprennent. Moi, je pense que quand le gouvernement décide et qu'ils partent à une réunion publique pour annoncer à une population, à promettre une centrale, il faudrait qu'ils s'entourent des garanties que c'est faisable. On ne peut pas mettre la charrue avant le bœuf. Rassembler les gens, leur promettre, et dans la pratique, on constate que le promoteur est défaillant. Moi, à mon avis, c'est des propositions que j'ai faites. J'espère qu'ils sont en train de nous écouter. Moi, je pense que ces genres de choses, il faut créer un pool de techniciens dans le domaine de l'électricité, dans le domaine des études de faisabilité, qui, une fois des promoteurs qui viennent au Niger, ou un homme politique veut imposer un promoteur, on soumet à cette équipe d'étudier, de voir si c'est faisable. Quand c'est faisable, à ce temps, l'homme politique doit se prononcer. Mais quand l'homme politique se prononce, dans la pratique, on constate que le promoteur est défaillant. Je trouve que ce n'est pas bon. Ça, c'est avant. Parce que je sais que depuis... Non. Ça, c'est avant. Moi, je sais que depuis le 26 juillet, quand même, il y a une certaine transparence. Oui, il y a une transparence, d'accord. Mais quand même, il y a des lacunes. Le problème est posé pour chercher des solutions avec les techniciens qui sont reçus régulièrement. Je sais, il y a des petites lacunes qu'il faut relever. Maintenant, on n'a pas parlé de la gestion financière du personnel de la Nigélec. Ça aussi, c'est un problème. Ah oui? Ah oui. Et c'est quoi le problème? Quand vous examinez certains rapports... profitez pour que nous qu'on comprenne de quoi il s'agit. Quand vous regardez certains rapports d'inspection, on voit que la Nigélec ne vit que que le personnel. Elle ne produit que elle ne travaille que pour le personnel. Pour le personnel, il n'y a pas de dividendes qui sont versés à l'État. Ça, c'est un problème. Ça, il faut revoir la manière de gérer les ressources de la Nigélec. Puisqu'à un moment donné, les hommes politiques ont fait de la Nigélec, il ne faut pas se le cacher, leur caisse noire, où ils puissent aller dans des
campagne. Ça, c'est une réalité. Quand vous regardez certains rapports d'inspection, moi, je sais de quoi je parle parce que j'ai fait 7 ans d'inspection. D'accord, monsieur Kadou. C'est-à-dire, quand vous regardez la gestion même du personnel, la gestion... On est d'accord. Je crois qu'il faut faire un effort. Vous avez le taux des frais de personnel de la Nigélec. On va poser... Les taux du frais de personnel. Les frais de personnel, vous avez les taux. La charge, est-ce que vous avez... D'accord. Bon, je ne veux pas l'exposer. Je sais que le personnel est à près de 1800 et quelques personnels. Vous êtes à 1900 personnels. Je sais que, bon, c'est pas ça qui est important, c'est la production. Si même le personnel, s'il est à 3000 et qu'il produit plus, il a droit à ses dividendes. Okay. Le problème, c'est que la société, l'électricité se vend bien. Ouais. Bien sûr. Il faut reconnaître que l'homme politique qui a mis la Nigélec dans la situation où elle est, ça, il faut le souligner. D'accord, moi, je pense qu'il faut assainir la gestion de la Nigélec, financière, la gestion du personnel, la gestion comptable. Il y a ça qui rentre en ligne de compte aussi dans la production de l'énergie électrique. Tant que la gestion n'est pas assainie, on ne peut pas parler de la bonne distribution. On avance sur les points parce que le temps joue contre nous. Hein. Ah bon. Voilà. Ils ont parlé uniquement de cercadellement, mais et les gaz. Le gaz qui s'évapore là au niveau de la Soraz. Et puis au niveau de la Soraz, il paraît qu'il y a une surproduction de l'électricité qui refuse de nous donner. Ça, c'est pas de votre domaine. Ça, c'est aux politiques peut-être de prendre en main la question pour ils vont vers la fin, parce qu'il y a une dernière question qui reste. Ils vont réagir à ce que vous avez dit. Voilà. D'accord. Oui, monsieur Banan. Bien, merci, monsieur Abdoulaye. En fait, mais écoutez nos amis de l'énergie on reste sur notre fin en tant que citoyen. Ouais. Parce qu'on ne voit pas la solution à court terme. Or, ce qui intéresse le citoyen qui souffre aujourd'hui du manque d'électricité, c'est le court terme. Parce que tout à l'heure, quand on les écoute, par exemple, Sarkadamna, monsieur le directeur, il faut dire la vérité au Nigeria. Un projet qui est en phase d'étude de faisabilité, on ne peut pas dire qu'il est en cours. Pour le moment, Sarkadamna, c'est une solution à long terme, quoi. À long terme. D'accord. Nous, ce qui nous intéresse, parce que quand on vous écoute, on a l'impression que la Nigélec et le ministère de l'énergie, vous êtes dans l'opérationnel et non pas dans le stratégique. Pourquoi j'ai dit ça? On ne sait pas dire à l'heure actuelle quelle est la demande et dans quel temps vous allez satisfaire cette demande, sachant que chaque jour qui passe, la demande augmente. Parce qu'il y a un besoin d'énergie. Parce que je ne suis pas d'accord qu'il faut être à équilibre. Dans un pays normal, il faut que l'offre dépasse la demande. Pour qu'on ait ce qu'on a dit, une réserve de sécurité. Mais tout pays qui est tout le temps dans équilibre entre l'offre et la demande, il y a un risque de d'effondrement total ou partiel du réseau. Maintenant, ce qui nous intéresse, et je pense que pour moi, l'un des axes à envisager, c'est séparer la production de la vente. Parce que, et si vous regardez aujourd'hui le problème dont il parle, la Nigélec, une gestion de plusieurs dizaines d'années, une mauvaise gestion, a fait en sorte que les chiffres, l'équilibre financier de la Nigélec, ce n'est pas dans 5-10 ans qu'il faut chercher l'équilibre financier. Chaque année qui passe, le gouffre financier, il augmente. Aujourd'hui, si on veut lever des fonds, en tant que société, il faut créer une nouvelle société, Société nationale de production d'électricité, qui sera une société neuve, qui n'aura pas un passif lourd et qui pourra s'endetter et même faire appel à l'épargne publique. Vous savez, il y a des niches que les Nigériens négligent. Aujourd'hui, s'il y a un domaine dans lequel les citoyens seront prêts à être mobilisés en termes même de téléthon, c'est-à-dire apporter leur épargne pour que la situation s'arrange, il y a la question de la souveraineté énergétique. Parce que tout dépend de l'énergie dans un pays. Bien sûr. Aujourd'hui, vous avez des sociétés, les assurances, qui sont des sociétés qui font appel à l'épargne publique, mais qui ne contribuent pas au développement de notre pays. Aujourd'hui, il faut mobiliser, l'État peut obliger à prendre des parts dans cette nouvelle société, ces sociétés d'assurance, à hauteur de 30 milliards par exemple. Parce qu'ils ont de l'argent qui dort. C'est la seule. Ce sont les sociétés, même lorsque l'État cherche
fait appel à l'épargne sur le plan monétaire, ces sociétés, rarement vous voyez qu'on dit qu'une société d'assurance a pris des obligations de l'État. Aujourd'hui, il faut changer la stratégie de modulation. Parce que quand on va rester comme ça, on aura des perpétuels problèmes. Il faut que ce soit une nouvelle société qui s'occupe de la production. La Nigélec se chargera de vendre cette électricité. Comme on le fait pour l'eau, on a la SPEN et la Nigérienne des eaux. Il faut se tendre vers ça. Comme ça, on va améliorer l'offre, construire des grandes centrales thermiques d'abord pour répondre à l'offre à court terme et d'autres projets stratégiques comme Salkadem qui vont durer avant d'être mis en œuvre pour répondre de manière dans le moyen et le court terme. Voilà moi ce que je pense. Okay. Je sais que les citoyens attendent. Demain, est-ce qu'à Kouema Hitago? D'accord. C'est ça. Merci. Vous allez. Non, oui. Mais j'ai jamais dit que Salkadem sur les solutions. Pardon. Je n'ai jamais placé Salkadem comme projet à court ou moyen terme. Je l'ai classé parmi les longs termes. C'est de court terme et c'est d'immédiat, je les ai tous expliqués. Expliquez ici. Voilà. D'accord. C'est de court terme, ce sont tous ceux qui ont les avis là, c'est ceux de court terme, on attend juste le financement. Salkadem, je l'ai classé parmi les projets à long terme. Okay. Maintenant, par rapport à la réserve de sécurité, mais ça c'est vraiment on demande du rôle de l'État. Parce qu'on fait un service public de l'énergie électrique, alors l'État doit consentir des sacrifices. Un promoteur privé ne va pas venir investir pour constituer une réserve de sécurité. Seul l'État peut faire ça. Ouais. L'État peut dépenser autant pour mettre ça en stand-by en attendant le moment opportun pour démarrer ça. D'accord. Donc, vraiment, cette question, c'est juste une question de financement. Les promoteurs privés ils viennent juste pour faire le business, juste ils produisent et recouvrer ce qu'ils ont investi. Bien sûr. Par conséquent, si vraiment nous voulons constituer cette réseau de sécurité que vous voulez, qu'on installe, il faut vraiment un investissement lourd de l'État, quel qu'en soit le coût aussi. D'accord. Maintenant, par rapport à la restructuration de la Nigélec, bien que ce n'est pas l'objet du débat, mais vous avez un peu évoqué ça. Bon, voilà. Honnêtement, l'État est dans cette optique. D'accord. Ne serait-ce que de procéder à une restructuration comptable, d'abord, pour faire ressortir vraiment de manière comptable les différents segments des activités de la Nigélec. D'accord. À savoir une comptabilité propre à la production et une autre pour le transport et peut-être la distribution et une autre pour la commercialisation. Dans tous les cas, ces trois segments, si on fait au moins une séparation comptable, ça permet d'apprécier la possibilité de faire la séparation réelle des activités. D'accord. Mais pour le moment, la configuration actuelle de la Nigélec, vraiment, ce n'est pas du tout facile. Ouais. Parce que vous pouvez avoir une zone où il y a un seul agent. C'est le seul agent là qui s'occupe de faire la commercialisation. C'est lui qui intervient sur le réseau. Si c'est un groupe qui est installé, c'est lui aussi qui exploite. Ça veut dire qu'il joue à peu près trois rôles. Si on fait cette séparation dont vous parlez. D'accord. Donc la Nigélec gère le minimum qu'elle a pour assurer les services sur tous les segments là. Mais au moment où on arrive à montrer que de manière comptable c'est possible même, alors la Nigélec peut essayer au moins de dissocier d'abord la partie production, faire une expérimentation, voir ce qui est possible à ce niveau. Voilà. Et par rapport à un autre point sur le gaz, mais j'espère actuellement le gaz qui est en production, c'est le GPL, le gaz domestique. Mais le gaz pour les centrales, qui s'évapore. Oui, ça, il y a une étude qui a été faite par un cabinet Sofreco. Mais l'exploitation industrielle même n'a pas commencé, j'espère. D'accord. Mais il y a déjà l'État a positionné des projets de production à base du gaz, qui si ce gaz-là arrive à être vraiment mis en exploitation réelle, mais l'État, déjà, on a prévu un projet de centrale thermique de 240 MW à Maradi, dont nous avons déjà des financements pour l'étude de faisabilité. C'est la précision importante. Voilà, c'est qu'il faut que je précise ça. Pour l'étude de faisabilité. Après 10 ans, il y a beaucoup de paramètres qui ont changé. Si par exemple, oui. Par exemple, s'il n'y avait pas de lignes, peut-être dans le passage de la ligne d'évacuation, maintenant il y a certains ouvrages qui sont à côté. Il faut vraiment tenir compte de ça. Non, nous appelons ça mise à jour. Mise à jour. Ce n'est pas la reprise, c'est la mise à jour. D'accord, j'ai compris. Voilà, merci. C'est bon? C'est bon. Il y a juste une petite précision que je voulais vous demander en tant que ministère de tutelle, toujours par rapport à la Nigélec.
parce que notre enquête, puisqu'on demande, on fouille, nous a permis de comprendre que rien que ce que les agents de la Nigélec, puisqu'il y a beaucoup qui ne payent pas, ou dans la facture d'électricité, et ils ne payent que 10%, non, bien c'est ça, et ils ne payent que 10%, c'est ça. Est-ce qu'ils sont seuls? Non, je demande, non, je parle des agents. 10%. Et quand on fait le calcul... Les DGE, c'est à vie. Bon, moi je parle des agents d'une manière générale, ne payent que 10% de quel que soit le montant de la facture. Et quand on fait le cumul en une année, ça donne un chiffre de 2 milliards. 2 milliards de francs par rapport à ça. Est-ce que c'est normal que la Nigélec, les agents continuent à bénéficier de 2 milliards alors que cette société a besoin de financement pour pouvoir acheter des groupes? Parce qu'avec 2 milliards, on peut acheter, je vous pose la question, avec 2 milliards, on peut acheter un petit groupe. Et comment on peut se permettre, juste les agents, par rapport à leur consommation d'électricité, engagent 2 milliards. 2 milliards par an. Et si on fait le calcul en 3 ans, 4 ans, ça fait combien? Alors qu'on pouvait, avec cet argent, est-ce qu'on doit continuer à faire ça ou pas? Je pose la question. Je sais le sujet. Voilà, je passe la question à l'exploitant. Vous ne pouvez pas répondre, d'accord, on y va. Moi-même, je n'ai pas de réponse à ça, mais la question est de savoir, peut-être je vais me mettre à la place du journaliste, d'accord, où est-ce que vous avez eu ces chiffres et c'est sur quelle base? Et puis on met des enquêtes. En fait. Souvent, quand on fait des genres de débats, on essaie de comprendre comment fonctionnent les choses. Voilà comment souvent parce que c'est des chiffres que... On a ces éléments. Non, mais bon, maintenant, si ce n'est pas 2 milliards, c'est combien? Non, les chiffres sont même plausibles. Ah oui. Parce qu'à cause de cette facilité, nous vivons avec les agents de la Nigélec. Il y en a qui ont des 10, 5 congélateurs qui font du commerce avec sans compter qu'ils alimentent d'autres voisins. C'est les citoyens lambda qui supportent cet avantage. Comment on peut comprendre ça aujourd'hui? Ce qu'il faut dire, à mon avis, il faut supprimer. On a une inspection qui est là. D'accord. Donc il y a un certain nombre d'appareils qui est autorisé. Ok. Et tu ne peux pas faire la rétrocession, tu ne peux pas donner à ton voisin. D'accord. Donc tout ça, là, c'est réglé. On contrôle ça. D'accord. Non, maintenant, par rapport au chiffre de 2 milliards, au montant de 2 milliards, vous me l'apprenez. On est censé contrôler ça, mais je doute fort. Vous me l'apprenez en tout cas. En tant que SG Langelec, vous me l'apprenez. Parce que la réalité, c'est que... On sait, en fait, de fois, ceux qui se disent... En fait, ceux qui se disent aujourd'hui, en tout cas dans la vie courante ou bien sur les réseaux sociaux... C'est pas une affaire de réseaux sociaux. Non, c'est pas une affaire de réseaux sociaux. C'est une affaire d'enquête qui a démontré le chiffre de 2 milliards. Ce qui s'est dit là. 2 milliards. Et comment on peut comprendre que juste les années que sur les factures qui ne peuvent payer 2 milliards, alors qu'avec ces 2 milliards, on peut payer un groupe? Et pour l'ensemble des populations. Parce que les agents, là, vous avez 5800, c'est combien? Les moyens de mobiliser l'épargne, de faire de l'économie pour financer la production, ça existe. Mais les 10%, quand vous connaissez mieux que moi ce qui se passe. Parce que quand vous avez une facture, combien vous payez? Les charges salariales, là, ça pèse sur le fonctionnement de la Nigélec. Donc, d'où la nécessité vraiment de revoir le fonctionnement de la Nigélec pour dire la vérité. En fait, c'est pourquoi je dis la charge des frais, les frais du personnel, il faut le connaître. Aujourd'hui, nous avons une analyse des états financiers. Mais est-ce qu'on doit continuer, monsieur le SG, est-ce qu'on doit continuer aujourd'hui, pendant la période où on souffre d'énergie, à donner 10%, à laisser les agents de la Nigélec ne pas payer, et ne payer que 10% de la facture? Pour quelle raison? Voilà. Et il y a aussi... Pour quelle raison on doit le faire? Parce qu'on souffre de cette question d'énergie. Pourquoi aujourd'hui on doit laisser les agents payer seulement 10% de la facture, quel que soit le montant de la facture? Ça passe mal en termes de redevabilité. Et les citoyens ne comprennent pas. Pourquoi je dis c'est pas quelle qu'en soit la facture en fait. C'est pourquoi je dis il y a une inspection qui contrôle votre consommation en fait. Voilà, c'est pas quelle qu'en soit la facture. Et aujourd'hui quand vous prenez dans tous les secteurs, quel qu'en soit le secteur, un agent, quand tu travailles dans un secteur, je ne sais pas, je ne vais pas citer, il y a toujours des avantages qu'on accorde à ces agents. Oui, mais aujourd'hui, si on ne donne pas, la refondation oblige, ça doit changer. Moi, je parle, c'est parce qu'on est en pleine refondation. On ne peut pas continuer à faire des choses qu'on a fait pendant des années. On est en pleine refondation. Ah oui. Et on a vu la situation dans laquelle ça nous amène. Voilà. Dans tous les domaines, il y aura des débats qui vont être faits. Par exemple, si vous avez suivi au niveau des assises nationales, les avantages accordés à certains agents ont été critiqués. Oui, bien sûr.
Pourquoi, malgré le délestage et tout, aujourd'hui, les factures, on a presque le même montant et les factures grimpent. Avec même le délestage, les gens disent qu'ils payent même avec les délestages. Ça fait près de 2 mois aujourd'hui que les gens payent les mêmes factures. Comment on peut expliquer ça? Non, il vous allez répondre. Les factures montent. Comment on peut expliquer ça, monsieur le SG? Le compteur. Voilà. Il est quoi, le compteur? Le compteur n'a pas de problème. Si votre compteur n'a pas de problème, d'accord, ce qu'on vous amène comme facture, c'est votre consommation. Ce que, en fait, l'être humain ou bien le Nigérien, il est comme ça. Il est comme ça. Quand on vous amène votre facture, d'accord, à chaque fois quand on vous amène la facture, quand vous devez mettre la main à la poche, vous refusez. Donc c'est les compteurs des abonnés qui ont des problèmes aujourd'hui. Non, je ne dis pas le compteur des abonnés ont des problèmes. Les gens, ils disent que c'est pas ma consommation. D'accord. C'est pas la consommation. Pourtant, nous, les compteurs, on les calibre. Merci. Les compteurs qui sont calibrés. Merci, monsieur le chef. On va avancer. C'est un détail. Il fallait poser cette question. Voilà, on va le signer. C'est que les factures sont payées au moins N-1. Par exemple, là, la panne est arrivée le 7 mai. La facture de mai sera payée le 5 juillet. Donc, jusque-là, ce que les gens ont payé en juin, là, le 5 juin, là, c'est la facture d'avril. Donc, si quelqu'un ne fait pas un feedback, il va penser que c'est des factures qui sont encore dans la période de coupure. Or, ce n'est pas ça. Donc, vraiment, il faut que les gens fassent attention. Et les mains, là, on sentira ça seulement en juillet. C'est en juillet qu'on va sentir la vraie facture de demain. D'accord. Voilà. Donc, merci, M. Abdoulaye. La solution, et je l'ai dit une fois sur ce plateau-là, c'est d'éviter ce que l'a dit M. Bana, c'est d'éviter les erreurs du passé. Voilà, éviter les erreurs du passé. Au lendemain des indépendances, des pays qui nous ont colonisés nous ont entraînés dans une condition diesel thermique avec des groupes isolés. D'accord. Et ces gens-là ont continué à nous vendre le combustible, sachant que le Niger est un pays enclavé. Donc ça a beaucoup impacté notre PIB. Il fallait importer le combustible, faire tourner ces centrales-là, et on a été aveuglés, on n'a pas pensé à faire des centrales de grosse puissance. Donc ça, là, il faut se démarquer de ça, aller vers des productions vraiment centralisées, de grandes puissances unitaires, qui vont permettre de couvrir la demande. Et c'est là où je rejoins le plan stratégique. On a dans ce plan-là vraiment en vue la réalisation de beaucoup de projets qui vont nous permettre donc de nous démarquer de ces centrales isolées-là et vraiment de pouvoir couvrir totalement le territoire. Pourvu que ce plan stratégique, on vous laisse faire, hein, parce qu'on a compris que malgré les quitus qu'on donne souvent, il y a un blocage de femmes. Excusez-moi, juste une seconde. Et en fait, moi, depuis que je suis au ministère, ils sont là, on a toujours mis en place une équipe. Quand un promoteur vient, il y a les équipes du Nigelec, du ministère, de l'ARC et de l'AMPIF. Nous travaillons ensemble. Nous étudions le dossier et le ministère des Finances aussi, j'allais oublier. Nous étudions donc la partie technique et la partie financière. Et c'est à l'issue de ces études-là qu'on décèle certaines irrégularités. C'est même à part de ces études-là qu'on a vu que NOEX, le SG a dit, on l'a dit à monsieur le promoteur de NOEX, que la puissance que vous voulez produire là, parce qu'au départ, il parlait qu'il va faire écouler ça sur les lignes MT qui étaient là. On l'a dit non, il faut faire attention. Ces lignes-là ne peuvent pas transiter cette puissance-là et qu'il faille faire des lignes de transport. D'accord. Monsieur le DG, quel DG, c'est quoi la solution? Rapidement. En fait, ce qui est durable, comme solution durable, il faut vraiment que l'État s'investisse. Pour éviter d'après le 26 ce qu'on a connu, et même maintenant. Parce qu'on ne peut pas continuer à connaître ce qu'on a connu après le 26 et encore à cette période, il faut dire la vérité. Vraiment, il faut que l'État s'investisse. Puisque l'année prochaine, je pose la question. Maintenant, l'année prochaine, on va encore assister à ce genre de situation. On va, Inch'Allah, ça ne sera pas comme ça. Inch'Allah. D'accord, ok, allez-y. Donc, je disais, le service public de l'énergie électrique, il faut que vraiment l'État s'investisse. D'accord. C'est des investissements colossaux. Il faut que l'État mette les moyens. D'accord. On ne peut pas laisser ça à la main des promoteurs privés qui viennent proposer à leur gré ce qu'ils veulent. D'accord. Parce que certaines propositions vraiment ne sont pas du tout prenables, quel qu'en soit le prix. Et dans ce sens, l'État avait fait une ouverture parce qu'au début, c'était les questions de garantie souveraine de l'État qui bloquaient l'avancement de certaines propositions des promoteurs privés. Parce que chaque promoteur qui vient, généralement, ce sont ces conditions-là. Qu'est-ce que l'État offre en garantie? Bien sûr. Parce que c'est des investissements lourds. On ne va pas investir, attendre comme ça. Juste, il faut que Nigelec vende 1 kWh pour qu'il recouvre son investissement. Alors, il y avait la loi PPP qui a été modifiée, notamment en son article 41. C'était une ordonnance de 2024, donc l'ordonnance numéro 2024-50 du 23 octobre 2024, qui modifie
l'article 41, dans lequel initialement il était dit toutes les offres spontanées qui sont portées par les promoteurs privés ne peuvent jamais faire l'objet d'une garantie souveraine de l'État. Maintenant, la modification apporte une peut-être exception pour exclure le secteur de l'énergie et certains secteurs stratégiques, dire que même si c'est une offre spontanée, l'État peut octroyer des garanties. C'est-à-dire que ça peut permettre de rassurer les promoteurs, puisque l'État va se porter garant, mais bon, toutes ces garanties, c'est des choses qui peuvent être discutées au cas par cas. Ce ne sont pas des garanties tacites, il faut d'abord discuter au cas par cas. Et aussi, ces garanties seront accordées en fonction de l'importance même du projet. Parce que certains projets ne valent pas la peine que l'État se porte garant. Mais pour des projets très stratégiques, l'État vraiment est disposé de se porter garant des investissements. Et la loi est déjà là, vraiment il y a eu des modifications pour faire une ouverture afin de permettre vraiment la contribution des secteurs privés, vu que c'est des investissements colossaux. Alors, même si l'État a la rareté des moyens, les promoteurs privés vont aussi emboîter les pas à l'État pour l'accompagner. D'accord, merci. Merci, oui, monsieur le SG. Merci. Qu'est-ce que vous proposez comme solution durable Comme solution durable, en fait, je dirais qu'il faut en tout cas continuer à développer les projets stratégiques, à savoir le projet de Salkadamna. Où donc, comme on l'a dit, on est à la phase d'étude de faisabilité ou mise à jour de l'étude de faisabilité. Donc c'est vraiment un projet stratégique. Si ce projet arrive à voir le jour, en tout cas ça va permettre au Niger d'assurer en tout cas son indépendance énergétique et même d'exporter de l'énergie dans les pays voisins. Je suis certain qu'avec le CNSP, ça va arriver. Ce qui n'a pas été fait il y a quelques années. Voilà, on l'espère, on le souhaite, en tout cas vivement. Très bien. En tout cas d'ici, dans un futur proche, si on peut le dire, que cette centrale-là puisse avoir le jour. Puisse voir le jour. Maintenant, il y a aussi, il faut dire, l'aspect sur les lignes d'interconnexion. Parce qu'il faut aussi développer les lignes d'interconnexion. Deux fois, vous pouvez avoir une centrale qui est là, qui peut produire de l'énergie, mais dont vous ne pouvez pas évacuer. Donc c'est là où il y a vraiment un projet qui est financé par la Banque mondiale qui va nous permettre d'interconnecter les deux grandes zones du Niger, à savoir la zone fleuve et la zone du Niger centre-est. Le marché est déjà attribué en tout cas à une entreprise. Aujourd'hui, si on a cette ligne-là, ce qu'on est en train de vivre, présentement, ça allait avoir une solution parce qu'on pouvait faire venir de l'énergie de la zone Niger centre-est vers la zone Niger, la zone fleuve. Donc, en fait, c'est ça l'avantage. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez de l'autre côté du Niger centre-est, on a quand même de la capacité, une capacité supplémentaire qu'on peut évacuer vers la zone fleuve. Combien de mégawatts? Aujourd'hui, vous avez déjà la ligne du Nigeria qui fait dans les 70 mégawatts. Aujourd'hui, là, 70 mégawatts. C'est la plus 110. Non, pas la ligne qui vient de vers Kassina, qui fait dans les 70 mégawatts. Aujourd'hui, quand vous prenez la consommation de cette zone, elle tourne entre 40 et 50. Et on a une centrale Istithmar qui fait 22 mégawatts. On a aussi les centrales de Maradi et Malbaza. Donc si on a vraiment cette ligne d'interconnexion, on pourra quand même évacuer au moins 30 mégawatts. Et ça pouvait soulager. Donc c'est ça l'avantage des lignes d'interconnexion. Quand vous prenez aujourd'hui à l'échelle mondiale, les pays développés, ils ont des lignes d'interconnexion un peu partout. Oui, mais quand une ligne tombe en panne, c'est sur une autre. Voilà, vous balancez sur une Ce qui nous pose problème, c'est que vous faites, vos calculs se basent en intégrant la ligne de Kassina qui est de 60, c'est ça 70 mégawatts. Alors que nous, en tant que souverainistes, notre souhait, c'est de nous passer, y compris de cette ligne. Mais ça, c'est un exemple que je vous ai pris parce que vous avez demandé un exemple. Je vous ai dit, on pourrait évacuer. Merci. C'est bon. Donc voilà, c'est en quelque sorte ça. Voilà, oui. Ok, d'accord, merci. Monsieur Kado, quelle sera la solution rapidement La proposition dans l'immédiat. Puisque en les écoutant, il n'y a pas de solution tant qu'on n'a pas la connexion de la ligne de Nigeria. Moi, je pense que c'est de former une délégation composée de eux, les techniciens, au haut niveau de l'État, aller négocier avec le Nigeria, leur demander, c'est à vous de voir le délai, jusqu'à quel délai ils peuvent nous accorder cette ligne de 110 mégawatts. Puisque la réalité est là, les gens souffrent.
Le peuple, lui, ne comprend pas tout ce que vous avez dit là. Ce qui intéresse les gens, dans l'immédiat, comment ils vont s'en sortir de ce calvaire. Parce que c'est un calvaire, hein, heureusement, ça a commencé à pleuvoir. Il fait très chaud quand vous faites vos délestages de 3 heures de temps. Chaque 3 heures de temps, délestage. L'économie, elle est sinistrée. Même les entreprises individuelles ne fonctionnent plus. Le vendeur du poisson ne peut pas vendre, le vulcanisateur ne peut pas travailler. Je crois dans l'immédiat, c'est de proposer à votre hiérarchie une délégation qui va aller au Nigeria en discuter avec eux pour qu'ils remettent ça dans l'immédiat. Parce qu'il n'y a pas de solution, vous dites, si ce n'est pas cette connexion. Qu'on a voulu nous faire croire qu'on s'en est débarrassé alors que c'est des histoires. Donc maintenant, la deuxième... Il n'y a pas de solution. Il faut recadrer les choses quand même. Je vous ai suivi. On est sur la remise en état du 5e groupe. Oui, il y a la centrale de Mohamed. Moi, je parle de solutions immédiates. C'est ça les solutions immédiates. Aujourd'hui, si on a ces centrales, la centrale Mohamed VI, on a le 5e groupe. Vous n'aurez pas immédiat, il suffit qu'on branche et on est là-dessus. Monsieur Kado, quand on connaît aussi un peu le relation quand même avec le Nigeria, c'est pas aussi une chose. Parce que ça peut être fait sciemment. Puisqu'on a vu ce qui s'est passé après le 26. Donc même maintenant, on ne peut pas exclure une main invisible qui est en train de tout avec faire pour qu'on n'ait pas une bonne diplomatie. Nigeria. Bon, on va sur les maintenant, il y a le problème de ces kits-là qui coûtent cher. Et aussi proposer au gouvernement d'exonérer ces kits pour permettre aux ménages d'accéder quand même. J'ai vu ces kits-là au Burkina, elles sont partout dans des ménages. Quand il y a des coupures, les gens les utilisent. Il y a des kits solaires là qui sont quand même des appoints. Si l'État pouvait les exonérer, moi je parle dans les propositions. Maintenant, j'ai parlé des kits. J'ai vu un projet là que vous appelez Haske, qui est chargé d'électrifier les zones rurales là. Est-ce que vraiment il est en train d'électrifier les zones rurales? Puisque quand on visite les campagnes, on ne sent pas que les campagnes sont en train d'être électrifiées et que ce projet-là, il me semble qu'il est fait dans les 500 milliards. Si je me trompe, corrigez-moi, l'information qu'on m'a donnée, il fait 500 milliards pour électrifier les zones rurales. Ce projet-là, est-ce que c'est pas mieux de l'auditer pour voir réellement... On a largement dépassé le temps. Hein? Pour voir réellement s'il est dans la logique de la souveraineté énergétique. Puisque ça ne sert à rien de mettre 500 milliards dans un projet pour dire qu'on va électrifier les zones rurales. Quand vous partez dans les campagnes, vous ne voyez pas ça. C'est ça ma question. Je pense qu'il faut revoir ce projet, puisque c'est pas gratuit tous ces projets-là. Tous ces projets qui viennent chez nous là, c'est l'État qui va payer. C'est programmé au niveau de notre compte central à la BCAO. Dès que l'échéance arrive, c'est des débuts automatiques. D'accord, monsieur Kado. Donc on ne peut pas quand même observer des projets chez nous. On dit ils sont là pour la zone rurale et que quand vous partez dans les zones rurales, vous ne voyez pas l'impact de ces projets dans la vie rurale. Moi, je pense que vous pouvez proposer à votre hiérarchie d'aller inspecter pour voir est-ce que vraiment ça fonctionne dans le sens où le gouvernement a négocié. D'accord. Il y a des problèmes. C'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Oui, voilà. Bon, moi, selon moi, je pense que les solutions à court terme, il faut encore que la Nigélec fouille pour voir s'il n'y a pas de possibilité d'installer une centrale thermique d'au moins 30 mégawatts dans les 6 ou 6 mois à venir. Une supplémentaire. Parce qu'il ne faut pas être dans le problème pour chercher, envisager une solution. Parce que même après la mise en service de celle de Goudella, nous sommes encore à la merci d'une crise. Et donc il faut, et pour moi, les moyens, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut obliger certaines sociétés privées qui font appel à l'épargne publique pour financer les assurances. Il y a de l'argent qui est déposé à la caisse des dépôts et consignations. Cet argent, on peut l'utiliser pour financer des projets de la Nigeria. D'accord. Dans des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina, c'est ce genre d'argent qu'on prend pour financer l'électrification. À la caisse des dépôts et de consignations, il y a des milliards qui dorment là-bas. Ou dans le fonds national, avec l'argent des retraités. D'accord. Oui, on le fait tourner en attendant. Mais l'argent, c'est le solde est donc, ensuite, à moyen terme, je pense qu'il faut envisager de sortir de certaines contraintes qui nous empêchent d'utiliser notre charbon. Cette affaire de COP 26, 27 qui nous oblige, puisque Assal Kadama qui est là. Oui, donc il faut utiliser à fond nos ressources du sous-sol pour mettre en œuvre. Je n'ai pas entendu tout à l'heure la possibilité de revoir la centrale de
de tyrosérine pour la faire monter en capacité en augmentant peut-être des machines supplémentaires ou modules supplémentaires pour augmenter Sonichar. Oui, il faut dire la vérité. Je pense qu'il faut que... débat à Agadez où vraiment les gens... Il faut que cette centrale est arrivée à en fin de sa capacité. Aujourd'hui, moi j'ai discuté avec le DG, il y a possibilité, à côté de la centrale, d'augmenter encore d'autres équipements pour améliorer la production. Mais il y a aussi la question de la SORAS. Il faut que dans les négociations actuelles entre les Chinois, le partenaire chinois et l'État du Niger, que la question de la revente à la Nigélec du surplus de production d'électricité au niveau de la SORAS soit posée. Parce qu'on est dans un pays souverain. On ne peut pas endetter l'État du Niger pour construire une ligne de desserte. L'État a construit la ligne et que la société chinoise refuse de vendre à un certain prix, à un prix rentable, 30 milliards, et qu'elle refuse de vendre ça à la Nigélec. Nous avons quand même, c'est une question de souveraineté. Donc je pense que si on améliore ça et si on crée un backup en cas, on peut dire que la promesse faite par le général d'armée Abdraman Chani de rendre notre pays souverain sur le plan énergétique ne doit pas être à moyen terme, ça doit être à court terme. D'accord. Merci Bana, vraiment pour cette conclusion et merci aussi pour votre contribution à ce débat, comme toujours. Merci. Quand même, vous avez pu apporter des éléments d'appréciation pour qu'on puisse évoluer sur ce dossier énergétique. Monsieur Kadou, merci aussi vraiment pour votre contribution très importante. Vous-même, vous êtes une mémoire puisque vous avez aussi apporté certains éléments pour la compréhension de nos citoyens sur le sujet. Merci. Monsieur Morou, merci infiniment pour votre contribution aussi à ce débat et tout ce que vous avez développé sur ce plateau. Monsieur le DG, merci aussi. Vraiment pour votre contribution. Merci, monsieur le DG. Vraiment merci. J'espère que pour une fois, ce plan stratégique du ministère de l'Énergie verra le jour. Parce que vous avez dit vous-même, par rapport à beaucoup, le dossier a avancé. Pratiquement tous les avis sont donnés. Et à partir du moment où les avis sont donnés, qu'est-ce qui peut bloquer l'avancement? Donc là, je pense que ça va aller bientôt. Il faut le souhaiter. Et il faut l'espérer que les plus hautes autorités du pays quand même prennent leurs responsabilités pour faire avancer ce plan stratégique que tous on attend pour éviter cette situation qu'on est en train de vivre. Et si l'année prochaine, à la même période, on doit vivre cette situation, je pense que c'est pas normal. Il faut dire la vérité. Monsieur le SG, merci aussi pour tout ce que la Nigélec est en train de faire et continue à faire. Et j'espère que la réparation des groupes dont vous avez dit, vous allez accentuer. Parce que c'est les solutions, vous l'avez dit vous-même, c'est les solutions qu'on a en main. Puisque la ligne du Nigeria, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Ça, c'est la vérité. Donc, il faut essayer d'accélérer pour la réparation de ces groupes et puis leur remise en service afin que ce délestage, que tout le monde... on attend la fin, parce qu'on souffre. Les gens, je vous dis la vérité, ils donnent pas, les gens ne travaillent pas, parce que quand vous dormez pas le matin, vous partez au service, il n'y a pas de concentration. Il faut dire la vérité. Donc, il n'y a pas de rendement. Et c'est l'administration, qui paye le prix lourd. Sans compter les commerces qui sont fermés. Il y a beaucoup aujourd'hui qui n'arrivent pas à vendre leurs produits à cause de ce délestage. Et j'espère que la Nigélec va prendre toute la mesure de la chose pour pouvoir régler cette situation. Je rappelle quand même, cette année, pendant le mois de Ramadan, il y avait une exception. Depuis des années, quand même, il n'y a pas eu une stabilité. Ça, on le conçoit pour la... On conçoit ça pour la stabilité. Très bien. Vous avez raison de noter ça. Ça veut dire on que reconnaît. L'année prochaine, on fera mieux. Inch'Allah. Merci beaucoup. Donc, merci à tous. On va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois sur d'autres thématiques. Merci à tous. Madame, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée à tous. Au revoir.